Cheers n'était pas seulement un endroit où tout le monde vous connaissait. C'était une série qui a failli être annulée. Une star qui a porté une perruque pendant 11 ans et une alchimie basée sur une tension réelle. Un acteur est décédé devant la caméra. Une autre série, initialement prévue pour 6 épisodes, a finalement eu droit à une série dérivée. It's a Bar. Il a été construit n'importe comment. Voici 20 anecdotes insolites sur Cheers. Add in bonus. Une scène coupée tellement choquante que NBC l'a enterrée et a fait comme si l'épisode n'avait jamais eu cette fin. Qu'on en fasse une norme. La série a failli être annulée après la première saison en raison de ses audiences catastrophiques. Cheers a été lancé en septembre 1982 et a enregistré des audiences absolument désastreuses. Elle s'est classée dernière, 77 et sur 77, cette saison-là. Les dirigeants de NBC analysaient les chiffres chaque semaine et constataient avec horreur qu'ils restaient impitoyables. L'humour subtil, la distribution de qualité et l'absence de gags grossiers. Rien de tout cela ne fonctionnait auprès du public. La série était coûteuse à produire. Le décor du bar avait coûté une fortune. Et la chaîne perdait des sommes considérables avec une série encensée par la critique, mais que personne ne regardait. Tout au long de la première saison, NBC a tenu de nombreuses réunions concernant son annulation. L'émission fut un désastre financier et la plupart des dirigeants souhaitaient limiter les pertes et passer à autre chose. Mais l'un d'eux, Warren Littlefield, devint le sauveur inattendu de l'émission. Il avait regardé tous les épisodes, croyait en sa qualité et soutenait que les grandes émissions mettent parfois du temps à trouver leur public. Il lutta contre ses collègues, défendit les applaudissements lors de réunions où tous les autres voulaient l'annuler, et utilisa son influence pour obtenir du temps d'antenne. NBC a renouvelé la série à contre-cœur pour une deuxième saison plus courte, offrant ainsi à Cheers une ultime chance de faire ses preuves. Puis, un événement inattendu s'est produit, les rediffusions estivales. Ceux qui avaient manqué la première saison l'ont découverte. Ils ont commencé à la regarder, à en parler à leurs amis. Dès le lancement de la saison 2, l'audience avait considérablement augmenté. À la saison 3, Cheers était un véritable succès. Dès la saison 4, elle figurait dans le top 10. La série, qui a failli disparaître après 13 épisodes, est devenue l'un des programmes les plus rentables de NBC, avec 11 saisons à son actif et un spin-off qui a duré 11 saisons supplémentaires. Tout cela parce que Warren Littlefield a refusé de laisser les chiffres tuer ce qu'il considérait comme exceptionnel. Aujourd'hui, je suis à Boston, dans le Massachusetts, une ville où je ne suis jamais allé, et nous allons manger dans un restaurant mythique. Vous voyez sans doute de quoi je parle. Vous l'avez aperçu sur la miniature. Le véritable bar Cheers à Boston n'avait rien à voir avec la série. Le pub Bull and Finch à Boston a servi d'inspiration pour les plans extérieurs de Cheers, ce bâtiment emblématique en briques avec son enseigne que les téléspectateurs voyaient à chaque épisode. Mais le bar lui-même n'a absolument pas été impliqué dans la production de la série. Les créateurs ont utilisé l'extérieur sans autorisation, sans jamais consulter les propriétaires, ni leur verser de droits d'auteur. Le Bull and Finch n'en tirait aucun profit de son association avec ce qui allait devenir l'un des lieux les plus célèbres de la télévision. Ils ont vu leur établissement acquérir une renommée internationale sans rien recevoir en retour. Lorsque la série Cheers a connu un succès fulgurant, les touristes ont afflué au Bull and Finch, désireux de voir où travaillaient Sam et Diane. Les propriétaires ont rapidement compris qu'ils tenaient une véritable mine d'or. Ils ont commencé à vendre des produits dérivés de Cheers, ont modifié leur carte pour y inclure des plats inspirés de la série et ont finalement rebaptisé l'établissement Cheers en 1995. Mais il y avait un problème. L'intérieur ne ressemblait en rien à celui du décor télévisé. Le vrai bar était exigu, sombre et agencé de façon totalement différente. Les touristes étaient déçus, s'attendant au décor spacieux et lumineux qu'ils avaient vu à la télévision. Les propriétaires ont donc entrepris d'importants travaux de rénovation pour tenter de faire ressembler le bar réel à celui de la fiction. Ils ont déplacé des murs, modifié l'agencement, ajouté des accessoires correspondant à la série. Malgré tout, la ressemblance n'était pas parfaite, car le décor avait été construit sur un plateau de tournage en pensant aux besoins du tournage, et non à la réalité architecturale. Mais les touristes affluaient quand même, des milliers chaque année, consommant des boissons hors de prix dans un bar devenu célèbre pour quelque chose qu'il n'avait jamais été. Le Bull and Finch a gagné des millions grâce à Cheers Association sans jamais être payé par la production. Parfois, les meilleures affaires sont celles qui naissent par hasard. Cheers est filmé devant un public en studio.
Je suis ravi de faire enfin votre connaissance. Madame Chambers. Ted Danson portait une perruque. Tout au long de la série, la chevelure épaisse et brillante de Sam Malone était l'un de ses traits caractéristiques. Cet ancien joueur de baseball devenu barman, que toutes les femmes convoitaient, avait une apparence qui faisait partie intégrante de son identité, mais elle était entièrement factice. Ted Danson perdait ses cheveux depuis le début de la vingtaine et était fortement dégarni lorsqu'il a auditionné pour Cheers. Il portait une perruque sur mesure pour son audition, et les producteurs n'ont jamais su que ce n'étaient pas ses vrais cheveux. Ils l'ont engagé en pensant que c'était son apparence naturelle. Danson a gardé le secret pendant les 11 saisons. Chaque épisode exigeait une préparation minutieuse. La perruque devait être posée avec précision, bien fixée pour ne pas bouger lors des scènes de comédie physique, et entretenue constamment pour paraître naturelle sous les projecteurs du studio. Les acteurs savaient qu'ils le verraient se faire maquiller, ajuster et perfectionner sa perruque. Mais ils ont gardé le secret sans jamais en parler publiquement, comme si de rien n'était. Le public n'en avait aucune idée. La perruque était si bien faite, si parfaitement posée, que les cheveux de Sam Malone paraissaient parfaitement naturels. Danson a révélé la vérité que des années après la fin de la série. Dans des interviews, il avait évoqué la perruque avec désinvolture, ce qui choquait tout le monde. Les fans ont revu les épisodes en boucle pour tenter de déceler le moindre indice, mais en vain. L'illusion n'était parfaite. Plus tard, Danson a déclaré être reconnaissant envers la perruque, car elle lui avait permis d'incarner un personnage dont le physique avantageux était essentiel au rôle. Sans ça, Sam Malone n'aurait pas fonctionné. Parfois, les meilleurs effets spéciaux sont ceux que personne ne remarque pendant 11 ans. Shelley Long voulait quitter la série après la saison 3. Le rôle de Diane Chambers était censé être celui qui révélerait Shelley Long au grand public, celui qui lancerait sa carrière, et ce fut le cas. Mais Long était malheureuse. À la 3e saison, elle en était venue à détester jouer Diane. Elle trouvait le personnage répétitif, la dynamique entre Sam et Diane surexploitée, et se sentait étouffée créativement par la télévision, notamment dans les sitcoms. Elle aspirait à faire du cinéma, du théâtre, des rôles dramatiques. Elle est donc allée voir les producteurs et a demandé à être libérée de son contrat après la 3e saison. NBC a refusé catégoriquement. Cheers a finalement rencontré un vif succès, et Diane y a largement contribué. La chaîne l'a menacée de poursuites judiciaires si elle rompait son contrat, lui a rappelé qu'elle avait signé pour 5 saisons et lui a clairement fait comprendre qu'un départ était hors de question. Long était prise au piège. Elle a tenté de négocier, a proposé des compromis, a suggéré de réduire son rôle. Rien n'y a fait. NBC avait besoin d'elle et était prête à appliquer chaque clause de son contrat pour la garder. Elle est restée pour les saisons 4 et 5, ouvertement rancunière, dissimulant à peine sa frustration. Son malheur était palpable à l'écran pour qui savait le déceler. L'atmosphère a changé. Son jeu est devenu plus mécanique, moins spontané. En coulisses, Long a cessé de fréquenter les autres acteurs. Elle restait dans sa loge entre les prises. Elle comptait les épisodes jusqu'à la fin de son contrat. À la fin de la saison 5, elle est partie sur le champ, refusant toutes les propositions de prolongation. La série a dû se réinventer entièrement sans elle. Long a ainsi obtenu sa liberté, mais au prix de relations conflictuelles. Elle a admis plus tard avoir rompu définitivement des relations brisées. Prendre du recul et oublier tous vos soucis vous ferait le plus grand bien. N'aimeriez-vous pas vous évader? Le générique de Where Everybody Knows Your Name, où tout le monde connaît votre nom, a failli ne jamais voir le jour. Recognizable entre mille, il capture parfaitement l'esprit de la série. Et pourtant, il a failli ne jamais exister. À l'origine, les producteurs souhaitaient une musique totalement différente. Leur premier choix était un morceau instrumental, jazzy et sophistiqué, qui a reçu un accueil catastrophique du public lors des projections test. Le second choix était une chanson avec des paroles différentes, jugée trop joyeuse et en décalage avec la mélancolie sous-jacente du spectacle. Ces deux morceaux ont été rejetés en fin de production, laissant le spectacle sans thème. Gary Portwois et Judy Hartangelo ont été engagés en dernier recours pour écrire rapidement une musique. Leur prestation, très connue du public, a immédiatement suscité des inquiétudes chez les producteurs. Les paroles étaient trop évidentes, trop sentimentales, et expliquaient trop clairement le sujet de la série. Ils craignaient que cela ne donne à Cheers un côté ringard, comme une série qui devait se justifier auprès des spectateurs. Les dirigeants ont envisagé de la supprimer complètement et de la remplacer par une musique instrumentale, comme le faisaient certaines comédies. Mais les spectateurs test ont adoré. La chanson a obtenu de meilleurs résultats que tout autre élément du pilote.
Le public s'en souvenait, la fredonnait et s'y sentait concerné. Ce qui inquiétait les producteurs, son côté explicite et sentimental, était précisément ce qui faisait son succès. Ils l'ont donc conservée à contre-cœur au début, puis avec fierté, car elle est devenue partie intégrante de l'identité de la série. Courtois a déclaré plus tard avoir composé des dizaines de génériques télévisés tombés dans l'oubli, mais celui que les producteurs ont failli supprimer est devenu le plus célèbre. Parfois, les choix les plus mémorables sont ceux que l'on est sur le point de rejeter, les jugeant excessifs. Nicolas Colasanto était mourant durant la saison 3. Nicholas Colasanto incarnate Coach. Le barman gentil est un peu perdu, l'un des personnages les plus appréciés de Cheers. Mais durant la saison 3, il était en train de mourir en secret. Colasanto avait reçu un diagnostic de grave maladie cardiaque, mais il l'avait caché à l'équipe et aux autres acteurs, ne le révélant qu'aux producteurs tenus au secret. Il ne voulait pas qu'on le plaigne, il ne voulait pas que son personnage soit supprimé, il voulait travailler aussi longtemps que sa santé le lui permettrait. Alors, il venait tous les jours, jouait ses scènes et faisait comme si de rien n'était. Mais la maladie était visible pour quiconque y prêtait attention. L'état de Colasanto se détériorait rapidement. Il oubliait constamment son texte, avait du mal à exécuter ses mouvements et paraissait épuisé dans chaque scène. Les réalisateurs devaient adapter le tournage à ses limitations, en réduisant son temps d'écran et en lui proposant des scènes où il pouvait s'asseoir. Les acteurs sentaient que quelque chose n'allait pas, sans savoir quoi. Certains pensaient qu'il buvait, d'autres soupçonnaient une consommation de substances illicites. Personne n'imaginait qu'il était mourant, car il ne se plaignait jamais, ne demandait jamais d'aménagement. La production a intégré les oublis de Coach au personnage, transformant sa confusion réelle en ressort comique. Les répliques qu'il oubliait devenaient des occasions d'improvisation. Sa lenteur est devenue un trait de caractère. Il filmait en réalité un homme mourant et, sans s'en rendre compte, tournait sa dégradation en dérision. Colasanto est décédé en février 1985 et l'équipe était anéantie. Ils avaient travaillé avec lui pendant 3 ans sans savoir qu'il était atteint d'une maladie incurable. La série a dédié le premier épisode de la saison 4 à sa mémoire, en supprimant le personnage de Coach plutôt qu'en le remplaçant, lui rendant ainsi hommage en le laissant irremplaçable. Woody Harrelson a été choisi parce qu'il ne ressemblait en rien à Nicolas Colasanto. À la mort de ce dernier, la série Cheers a dû faire face à un choix difficile. Remplacer l'entraîneur par un autre barman ou faire comme s'il n'avait jamais existé. Ils ont opté pour le remplacement, mais avec une règle cruciale. Le nouveau personnage devait être totalement différent, physiquement et par sa personnalité, afin que le public ne puisse pas les comparer. Les producteurs ont organisé des auditions pour trouver des acteurs, ne partageant aucune caractéristique de Santo. Coach était petit, trapu, brun, d'un certain âge, débrouillard, mais désorienté. Il cherchait un homme grand, mince, blonde, jeune et innocent. Woody Harrelson s'est présenté à l'audition et correspondait parfaitement à ce qu'il leur fallait. 24 ans. Garçon de ferme, innocent. Physiquement à l'opposé de Coach. Son personnage, Woody Boyd, était conçu comme naïf plutôt que désorienté, issu de la campagne de l'Indiana plutôt que des rues de Boston. Alors que Coach oubliait des choses à cause de problèmes de mémoire, Woody, Louis, ignorait certaines choses par manque d'expérience. Les personnages remplissaient des fonctions similaires, celle de barman apportant une touche d'humour, mais étaient suffisamment différents pour que le public accepte ce changement. Harrelson avait une expérience d'acteur minimale lorsqu'il a été choisi, se contentant de quelques petits rôles à la télévision et au théâtre. Il était nerveux lors des premiers épisodes, incertain de pouvoir combler le vide laissé par Coach, mais son charme naturel et son sens du comique ont rapidement conquis le public. À la fin de la saison 4, Woody Boyd était adoré pour lui-même, non plus comme le remplaçant de Coach, mais comme un personnage à part entière. Ce contraste voulu a parfaitement fonctionné. Harrelson est resté pour les 8 saisons restantes de la série, est devenu une star incontournable et a lancé une carrière cinématographique toujours florissante. Tout simplement parce qu'il ne ressemblait en rien à l'homme qu'il remplaçait. Elle a même dit quelque chose de gentil. Et pourtant, j'avais l'impression persistante qu'il me manquait quelque chose, comme si des fantômes de son passé ressurgissaient pour le hanter. Tells Hamlet and Cravat. Frasier Crane devait apparaître dans 6 épisodes. Lorsque les producteurs ont eu besoin d'un nouvel intérêt amoureux pour Diane dans la saison 3, ils ont créé le Dr. Frasier Crane, un psychiatre pompeux qui devait apporter des joutes intellectuelles et une tension romantique. Kelsey Grammer a auditionné, a parfaitement incarné l'intellectualisme prétentieux et a été choisi pour un arc narratif de 6 épisodes.
Le personnage devait sortir avec Diane, causer des problèmes à Sam, puis disparaître une fois l'intrigue terminée. Un rôle classique de guest star dans une sitcom, sans plus. Mais voilà qu'un événement inattendu se produisit. Le public adore Frasier, non pas comme un prétendant, mais comme un personnage à part entière. Son arrogance, sa névrose, son besoin désespéré d'approbation. Tout s'est déroulé à merveille. La grammaire a apporté de la profondeur à ce qui aurait pu n'être qu'un personnage snob et monotone. Après la diffusion de ces 6 épisodes, les fans ont été submergés de courriers demandant ce qu'était devenu Frasier. Les producteurs ont réalisé qu'ils avaient involontairement créé un personnage précieux. Ils l'ont donc fait revenir, l'ont intégré à la distribution régulière et l'ont gardé pour le reste de la série. Même après sa rupture avec Diane, Frasier est devenu un membre incontournable de la série, le contrepoint intellectuel à l'homme ordinaire qu'était Sam. Et lorsque Cheers s'est arrêté, NBC était tellement convaincue du potentiel du personnage qu'elle a créé une série dérivée autour de lui. Frasier a duré 11 saisons, a remporté 37 Emmy Awards et a connu un succès supérieur à celui de la série originale. Un personnage initialement prévu pour 6 épisodes a survécu à Cheers elle-même. Kelsey Grammer, initialement guest star, a incarné le même personnage pendant 20 ans consécutifs, dans 2 séries différentes. Parfois, les meilleurs personnages sont ceux qu'on n'avait pas prévu de garder. L'alchimie à l'écran entre Shelley Long et Ted Danson masquait une tension bien réelle. La relation entre Sam et Diane constituait le cœur émotionnel de la série. Leur alchimie était explosive, romantique, frustrante et d'un réalisme saisissant. Le public les voit se disputer et tomber amoureux à répétition, persuadés que les acteurs éprouvaient une véritable affection. La vérité était tout autre. Shelley Long et Ted Danson se supportaient à peine hors caméra. Ils n'étaient pas amis, ne se fréquentaient pas et s'évitaient entre les prises. La tension romantique que le public adorait était née de véritables frictions. Aucun des 2 acteurs ne se cachait vraiment. Le problème est apparu très tôt. Long était une comédienne de formation qui prenait son travail au sérieux, se préparait minutieusement et souhaitait de nombreuses répétitions. Danson, plus détendu, improvisait souvent et ne prenait pas les choses aussi au sérieux. Leurs approches s'opposaient constamment. Long trouvait Danson peu professionnelle et paresseuse. Dan se trouvait Long rigide et autoritaire. Ils avaient probablement tous les 2 raison. Leurs divergences artistiques se sont transformées en différents personnels. Et dès la 2e saison, ils communiquaient principalement par l'intermédiaire d'autres membres de l'équipe. Mais voici le plus étrange. Leur aversion mutuelle a renforcé la dynamique entre Sam et Diane. Leur dispute paraissait authentique car les acteurs s'agaçaient réellement l'un l'autre. La tension romantique fonctionnait car elle était bien réelle. Les réalisateurs avaient appris à l'utiliser, allant jusqu'à frustrer délibérément l'un ou les 2 acteurs avant les scènes romantiques pour obtenir des émotions plus authentiques. Lorsque Long a quitté la série après la saison 5, Danson a été soulagé. Il a admis plus tard que travailler avec elle était épuisant, qu'il redoutait les scènes romantiques et que son départ avait facilité son travail. Parfois, une alchimie exceptionnelle ne requiert aucune alchimie. La série télévisée Cheers, bien sûr. Je vais y jeter un coup d'œil et je vous invite à me suivre. Le décor du bar était architecturalement aberrant. L'intérieur du Cheers Bar est l'un des décors les plus emblématiques de la télévision. Immédiatement reconnaissable et d'apparence réaliste, il s'avère pourtant, d'après les architectes qui l'ont analysé, qu'il n'a absolument aucun sens spatial. La salle de Billard, le bureau de Sam, le sous-sol et divers autres espaces apparaissent à des endroits impossibles à situer au vu de l'extérieur du bâtiment. Des portes mènent à des pièces situées hors de l'emprise au sol du bâtiment. Des escaliers débouchent sur des zones qui ne correspondent pas à l'architecture existante. L'agencement est totalement invraisemblable. Les décorateurs ont construit le plateau en privilégiant les impératifs du tournage à la réalité architecturale. Il leur fallait de l'espace pour les caméras, l'équipe technique et le matériel d'éclairage. Ils avaient besoin de différents espaces pour les diverses scènes sans avoir à abattre des murs constamment. Ils ont donc créé un bar parfaitement fonctionnel pour la télévision, mais impossible à reproduire dans la réalité. La salle de Billard, par exemple, est visible à travers une porte donnant sur le bar principal. D'après les plans extérieurs, cette pièce semblait suspendue dans les airs, à l'extérieur du bâtiment. Le bureau de Sam se trouve à l'emplacement de la façade. Personne n'y a prêté attention, car cela paraissait naturel. Le bar avait l'air authentique, chaleureux, comme un véritable établissement de Boston.
Le public a accepté cette configuration spatiale grâce à une conception si aboutie, si cohérent, si bien maîtrisée, qu'aucune question architecturale ne lui a même effleuré l'esprit. Seuls les architectes et les fans les plus obsessionnels ont remarqué les incohérences. Le décor est devenu tellement emblématique que, pour le recréer dans l'épisode de Frasier, où les personnages font une apparition, les concepteurs ont dû travailler à partir de photographies, car les plans originaux étaient architecturalement absurdes. Parfois, les meilleures créations s'affranchissent complètement de la réalité. George Wendt a pris 32 kg pendant la série. Lorsqu'il a été choisi pour incarner Norm Peterson en 1982, il était corpulent, mais pas énorme. L'entrée en scène emblématique du personnage, franchissant la porte sous les acclamations « Norm !» est devenue culte, tout comme sa stature. En 11 saisons, Wendt a pris environ 32 kg, passant d'un homme imposant à un acteur dont le physique est devenu indissociable du personnage. La prise de poids n'était ni prévue ni scénarisée. Elle était réelle et s'est produite progressivement. Wendt luttant contre les contraintes du planning, la disponibilité des services de restauration et ses propres habitudes alimentaires. Les producteurs ont d'abord tenté de la dissimuler. Les costumiers l'ont habillée de couleurs sombres, ont évité les vêtements moulants et l'ont placée derrière le bar dans les plans larges, mais la prise de poids était trop importante pour être cachée. Dès la saison 4, il était évident que Norm prenait du poids. Alors, au lieu de lutter contre cela, les scénaristes l'ont intégré à la série. Les blagues sur sa consommation de bière, son amour de la bonne chair et sa vie sédentaire sont devenues plus fréquentes. La corpulence du personnage est devenue une composante de son identité, une autre facette de sa personnalité. Wendt, quant à lui, a eu du mal à accepter cette prise de poids. Il savait que ce n'était pas sain. Les nouveaux venus faisaient des remarques, et il se sentait mal à l'aise malgré son intention de faire rire. Il a essayé différents régimes entre les saisons, mais n'a pas réussi à les suivre pendant le tournage. Le rythme effréné, le stress, la nourriture omniprésente sur le plateau, tout cela a joué contre lui. À la fin de la série, il avait pris beaucoup de poids. Et cette transformation était visible dans chaque épisode. Le personnage que le public adorait avait un prix physique. L'acteur en a payé le prix pendant des années après la fin de la série. Rhea Perlman est tombée enceinte 4 fois pendant le tournage. Les nombreux enfants de Carla Tortelli n'étaient pas de simples artifices narratifs. Ils étaient une nécessité, née des véritables grossesses de Rhea Perlman. Perlman est tombée enceinte 4 fois durant la diffusion de Cheer, et à chaque fois, la série a dû s'adapter. La première grossesse a été écrite de manière inachevée, Carla ayant un autre enfant dans le cadre de l'intrigue. La deuxième grossesse a nécessité une mise en scène plus ingénieuse. Perlman était placée derrière le bar, portant des plateaux devant son ventre et vêtue d'uniformes plus amples. Lors des 3e et 4e grossesses, l'équipe de production était épuisée par les changements constants de son corps. Les costumes sont devenus un défi permanent. L'uniforme de serveuse de Carla a dû être agrandi à plusieurs reprises, puis entièrement refait lorsque Perlman a retrouvé sa taille normale après ses accouchements. Les costumières conservaient plusieurs exemplaires de chaque tenue dans différentes tailles, ne sachant jamais de quelle tenue Perlman aurait besoin. Les réalisateurs ont appris à la filmer en plan rapproché, buste vers la tête, autant que possible, à la placer derrière d'autres acteurs et à utiliser judicieusement les accessoires pour dissimuler son ventre. Dans certains épisodes, Carla apparaissait à peine, car le tournage autour de sa grossesse était trop complexe. L'équipe, acteurs et techniciens, a géré la situation avec humour et professionnalisme, mais c'était épuisant. Lors des lectures de scénario, Perlman était visiblement plus corpulente que dans l'épisode précédent, et il fallait adapter les scripts sur le champ. La continuité de la série en a souffert, le corps de Carla changeant radicalement entre des épisodes censés se dérouler à plusieurs jours d'intervalle. Mais le public adorait tellement son personnage qu'il lui pardonnait les incohérences. Perlman est parvenu à rester un membre central de la troupe tout en élevant 4 enfants pendant les représentations. Un véritable numéro d'équilibriste qui exigeait la flexibilité constante de tous. L'émission était filmée devant un public qui ne riait pas. Cheers s'enorgueillissait de son humour subtil, de ses dialogues spirituels et de ses intrigues complexes s'étalant sur plusieurs épisodes. Mais cette sophistication a engendré des problèmes avec le public en studio. L'émission était tournée chaque semaine devant 300 personnes, mais le public restait souvent silencieux et perplexe. Les blagues qui nécessitaient de connaître les épisodes précédents ne faisaient pas mouche. Les jeux de mots sophistiqués passaient inaperçus. Les références à la littérature,
à la psychologie ou à tout ce qui dépassait le simple humour d'une sitcom, laissait les spectateurs perplexes au lieu de rire. Les acteurs débitaient des textes brillants dans un silence de mort. Les ingénieurs du son, depuis la cabine, étaient horrifiés par l'absence de réaction. Cheers n'était pas une sitcom à gags et chutes à répétition comme la plupart des autres. C'était une série axée sur les personnages, riche in dialogue, qui exigeait attention et intelligence. Le public venu en studio, s'attendant à une comédie burlesque à la Three's Company, fut complètement perdu. Il riait des gags physiques et des blagues évidentes, mais passait à côté de la subtilité et du génie qui faisaient la singularité de l'émission. Les réalisateurs devaient interrompre l'enregistrement, réchauffer l'atmosphère, rappeler au public qu'ils pouvaient rire, puis reprendre avec le même résultat décevant. Cela a nécessité un recours massif aux rires enregistrés en post-production. Les monteurs s'en ajoutaient des rires artificiels pendant les moments de calme, les superposaient aux réactions timides, créant ainsi la réaction du public que l'émission méritait, mais n'obtenait pas. Certains épisodes étaient entièrement composés de rires artificiels, car le public n'avait absolument pas accroché. Les acteurs connaissaient la différence entre les réactions réelles et celles diffusées, et cela les dérangeait. Ils livrent ce qu'ils savaient être un travail brillant devant un silence de mort, puis le voient diffusé avec des rires tonitruants ajoutés artificiellement. Kirstie Alley était le troisième choix pour remplacer Shelley Long. Après le départ de Shelley Long à la fin de la saison 5, Cheers avait besoin d'une nouvelle actrice principale immédiatement. La série ne pouvait pas se reposer uniquement sur la distribution masculine. Les producteurs recherchaient une actrice capable d'égaler l'énergie de Long, tout en étant complètement différente pour éviter toute comparaison avec le public. Ils ont créé Rebecca Howe, une femme d'affaires rigide et ambitieuse envoyée gérer le bar, à l'opposé de Diane, intellectuelle et prétentieuse. Puis ils ont commencé le casting, et leurs deux premières actrices ont refusé. La première qu'ils ont envisagée était une star de télévision confirmée qui, après avoir lu le scénario, a trouvé que Rebecca ressemblait trop à Diane, à la différence près qu'elle portait un tailleur au lieu de porter des livres. Elle a décliné l'offre, ne souhaitant pas être perçue comme un simple remplacement. La deuxième candidate était intéressée, mais exigeait un contrôle créatif total sur l'évolution du personnage, condition que les producteurs ne pouvaient accepter. Ils venaient d'éviter une actrice trop autoritaire et ne souhaitaient pas renouveler l'expérience. Le rôle a finalement été proposé à Kirstie Alley après les refus des autres actrices, faisant d'elle, de fait, le troisième choix. Mais elle a métamorphosé Rebecca Howe en un personnage totalement inattendu. Initialement décrite comme froide et compétente, elle l'a incarnée avec une grande fragilité et un désespoir profond, cherchant constamment à garder le contrôle alors que tout s'effondrait. Elle a apporté une vulnérabilité que le scénario n'offrait pas forcément, rendant Rebecca attachante plutôt que simplement rigide. Les producteurs ont vite compris qu'obtenir leur troisième choix était préférable à leur premier. Alley est restée 6 saisons, a remporté un Emmy et a prouvé que parfois, la personne avec laquelle on se rabat est exactement celle dont on avait besoin. Le comportement de Sam envers les femmes a été considérablement atténué après la saison 2. Les premières saisons présentaient Sam Malone comme un coureur de jupons assumé. Presque chaque épisode le montrait en train de coucher avec différentes femmes, de courir après les clients et de considérer les relations comme des conquêtes. C'était un élément central de son personnage. Cet ancien joueur de baseball qui avait remplacé la gloire par la validation sexuelle. Mais NBC a commencé à recevoir des plaintes. Les groupes de discussion, notamment les groupes de femmes, trouvaient Sam de plus en plus antipathique. Il ne pouvait plus soutenir sa relation amoureuse avec Diane puisqu'il couchait avec une nouvelle femme chaque semaine. Son comportement, autrefois celui d'un séducteur charmant, était devenu carrément louche. Les producteurs ont analysé les réactions et pris une décision stratégique. Réformer progressivement Sam, en faire un héros plus romantique et moins un coureur de jupons. À partir de la 3e saison, son comportement de coureur de jupons a nettement diminué. Il flirtait toujours, son passé était toujours présent. Mais les conquêtes amoureuses se faisaient de plus rares. Dès la saison 4, Sam était quasiment monogame dans ses relations, peinant à s'engager plutôt que de fuir par des liaisons incessantes. La transformation était si subtile que le public ne s'en rendait pas compte consciemment. Mais le Sam Malone de la saison 7 était une personne totalement différente de celui de la saison 1. Ted Danson a apprécié ce changement. Il était mal à l'aise avec le côté ouvertement sexuel du Sam des débuts, estimant que cela limitait la profondeur du personnage. Cette nouvelle version lui permettait d'exprimer la vulnérabilité, la peur, de véritables émotions au-delà du charme superficiel.
Mais certains fans regrettaient le Sam original. Ils avaient le sentiment que la série l'avait aseptisé pour plaire au groupe de discussion. Le personnage était devenu plus consensuel, plus sympathique, mais moins intéressant. Les producteurs ont justifié ce choix en mettant en avant les excellentes audiences et les Emmy Awards remportés. Sam a mûri à la demande du public, et la série a survécu en faisant des compromis avec sa vision originale. Le final a été réécrit 3 fois. Le final de Cheers était l'un des événements télévisés les plus attendus de 1993. Après 11 saisons, comment allait-il conclure la série? Sam et Diane allaient-ils se mettre ensemble? Le bar allait-il fermer? Les personnages allaient-ils tourner la page? Les scénaristes ont imaginé plusieurs fins, toutes rejetées pour différentes raisons. Dans la première version, Sam et Diane se remettaient ensemble pour de bon, se mariaient et géraient le bar. Les spectateurs test ont détesté cette version, la jugeant dénaturée pour Sam et trop lisse. Dans la seconde version, Sam vendait le bar et quittait Boston pour se lancer dans une nouvelle aventure. Les acteurs se sont révoltés, arguant que le bar était un personnage à part entière. Cette fin abrupte pour Cheers semblait inappropriée. Ils ont refusé de la tourner et ont exigé une réécriture. La troisième version ramenait Diane, mais les séparait à nouveau, reconnaissant leur amour impossible. Sam restait au bar, seul mais serein, à sa place. Cette version a été tournée, mais même alors, les producteurs ont hésité à la modifier jusqu'au dernier moment. Ils ont tourné des scènes alternatives, des dialogues différents, des moments émotionnels variés. La fin diffusée, où Sam dit à un dernier client « Désolé, nous sommes fermés », a été décidée quelques jours seulement avant la diffusion. C'était juste, doux amer, mais authentique. Sam et Diane n'ont pas eu droit à leur fin de conte de fées, car la vie est ainsi faite. Le bar est resté ouvert, car c'était la nature même de Sam. Et le public l'a accepté, voire adoré, une fois passée la déception de l'absence de fin heureuse. Parfois, les meilleures conclusions sont celles que personne ne souhaitait au départ. NBC voulait renvoyer Diane après la première saison. Le personnage de Diane Chambers, interprété par Shelley Long, était intentionnellement conçu comme prétentieux, égocentrique et agaçant. Le gag résidait dans la présence d'une snob surdiplômée, coincée dans un bar populaire, complètement hors de son élément. Mais NBC, après avoir visionné la première saison, a découvert un personnage agaçant, gênante et perçu comme une source de jugement plutôt que d'humour. Les résultats des groupes de discussion ont confirmé leurs craintes. Nombre de téléspectateurs trouvaient Diane insupportable, estimaient qu'elle plombait la série et souhaitaient son départ. Les dirigeants de la chaîne ont fait part de leurs inquiétudes aux créateurs, suggérant de supprimer le personnage de Diane et de la remplacer par une personne plus sympathique, chaleureuse, accessible et moins abrasive. Ils ont fait valoir que la romance entre Sam et Diane ne pouvait fonctionner si le public détestait l'un des deux. Les audiences étaient déjà catastrophiques et Diane y était peut-être pour quelque chose. Les créateurs, Glenn et Les Charles, ainsi que James Burrows, ont catégoriquement nié toute éventualité. Ils ont expliqué que le côté agaçant de Diane était justement voulu, que la tension entre son intellectualisme et la réalité populaire du bar était essentielle à l'identité de la série. NBC a accentué la pression, faisant clairement comprendre qu'elle avait le pouvoir d'imposer des changements. Les créateurs ont riposté avec la même vigueur, menaçant de démissionner si Diane était renvoyée. Ils ont fait valoir que les sitcoms regorgeaient de personnages traditionnellement attachants et que Cheers devait se démarquer pour survivre. Laissez le temps au public de comprendre notre démarche. Ont-ils plaidé? NBC a cédé à contre-cœur, acceptant d'attendre. Dès la saison 2, la perception du public envers Diane avait évolué. On la trouvait toujours agaçante, mais désormais drôle. On comprenait qu'elle était censée être ainsi. Le personnage que les critiques réclamaient de voir renvoyé est devenu l'un des plus mémorables de la télévision. Un poème, une femme légère, drôle, innocente et sage, courageuse, une guerrière, une sœur, la meilleure des sœurs. L'équipe a organisé une intervention pour l'un des acteurs qui buvait. Au milieu de la série, l'alcoolisme d'un des acteurs principaux est devenu si grave qu'il a menacé la production. Il arrivait en retard, oubliait son texte et apparaissait parfois visiblement ivre sur le plateau. Le reste de la distribution observait la dégradation de la situation avec une inquiétude croissante, couvrant leurs collègues autant que possible, trouvant des excuses au réalisateur, tentant de le protéger de conséquences qui auraient pu mettre fin à sa carrière. Mais le problème ne cessait de s'aggraver, et finalement, il a fallu que quelqu'un intervienne.
L'intervention a été organisée discrètement, à l'abri des producteurs et des dirigeants de la chaîne qui auraient immédiatement renvoyé l'acteur s'ils avaient connu l'ampleur du problème. Les acteurs principaux ont confronté leurs collègues lors d'une réunion privée, lui ont expliqué l'impact de l'alcool sur tous, lui ont proposé leur aide pour trouver un traitement et lui ont clairement fait savoir qu'ils se souciaient de lui mais qu'ils ne pouvaient plus cautionner son comportement. L'acteur s'est effondré, a admis avoir perdu le contrôle et a accepté de se faire soigner. Le traitement a eu lieu pendant une pause prévue, afin de ne pas perturber la production. L'acteur est revenu sobre, plein d'excuses et déterminé à rester abstinent. Pendant un temps, cela a fonctionné. Son jeu s'est amélioré, sa fiabilité est revenue. Tout semblait rentrer dans l'ordre, mais l'alcoolisme se soigne rarement d'une seule intervention. L'acteur a pu terminer la série, mais a continué à lutter en secret contre l'alcoolisme tout au long de sa diffusion. Les membres de la distribution qui ont participé à l'intervention n'ont jamais révélé publiquement l'identité de la personne, protégeant ainsi la vie privée de leurs collègues, même des décennies plus tard. Ils avaient fait tout leur possible, sauver une carrière temporairement, mais n'avaient pu sauver quelqu'un qui n'était pas prêt à se sauver lui-même. Poème. Une lumière, de la joie, de l'innocence et de la sagesse, du courage. Une guerrière, une sœur, la meilleure des sœurs. Kelsey Grammer a été arrêté et a manqué plusieurs tournages. Son personnage de Frasier Crane est devenu l'un des plus appréciés de la télévision. Mais en coulisses, Grammer sombrait dans la dépendance. Sa consommation excessive de cocaïne et d'alcool pendant le tournage de Cheers était flagrante et visible en public. Il se faisait arrêter pour conduite en état d'ivresse, possession de stupéfiants, et pour diverses infractions qui faisaient régulièrement la une des journaux. Parfois, il manquait les lectures de scénarios parce qu'il était en prison. D'autres fois, il arrivait sur le plateau visiblement ivre, peinant à réciter son texte, incapable de se concentrer. La production était devenue un véritable cauchemar, tant il fallait composer avec le chaos provoqué par Grammer. L'équipe de la série employait des assistants chargés de veiller à ce que Grammer soit suffisamment en forme pour le tournage. Ils veillaient à ce qu'il arrive relativement sobre, ou du moins suffisamment lucide pour jouer ses scènes. Lorsqu'il était arrêté et ne pouvait pas participer au tournage, les scénaristes réécrivaient à la hâte les épisodes pour minimiser la présence de Frasier ou justifier son absence. D'autres acteurs le remplaçaient, reprenant les répliques initialement écrites pour lui et adaptant la mise en scène pour masquer l'absence de l'acteur principal. NBC a voulu le licencier à plusieurs reprises. Son comportement coûtait cher à la série, engendrait des problèmes d'assurance et une mauvaise publicité. Mais le public était trop attaché à Frasier. Les épisodes test sans lui ont montré une baisse significative de l'audience. La chaîne a donc toléré l'addiction de Frasier, l'a même encouragé en ne le sanctionnant pas, et l'a gardé à son poste pendant qu'il se détruisait. Grammer a admis plus tard qu'il était à peine fonctionnel pendant de longues périodes de Cheers, et que ses souvenirs de saisons entières étaient flous, voire effacés. Il a fini par s'en sortir, mais seulement après la fin de la série, lorsqu'il a dû assumer seul les responsabilités de Frasier. Parfois, travailler pendant une période de dépendance ne fait qu'aggraver la situation. La série a failli continuer sans Ted Danson. Après la saison 11, Ted Danson a décidé de quitter la série. Il avait passé 11 ans à incarner Sam Malone, était épuisé, souhaitait se consacrer au cinéma et avait besoin d'échapper au rythme effréné des tournages télévisés. Il annonça son départ, affirmant qu'il ne reviendrait en aucun cas pour une 12e saison. Les dirigeants de NBC paniquèrent. Cheers était toujours une émission à succès. Générant des recettes colossales, ils ne pouvaient accepter son arrêt simplement parce que l'acteur principal voulait partir. Ils élaborèrent donc un plan. Continuer Cheers sans Sam Malone. Le concept était simple. Sam vendrait le bar et quitterait Boston pour saisir une nouvelle opportunité. Woody deviendrait gérant et dirigerait l'établissement avec l'aide du reste de la troupe. La série conserverait son décor, ses personnages, tout sauf Ted Danson. NBC était convaincu du succès de la série, persuadé que la troupe était suffisamment solide pour survivre sans son acteur principal. Ils ont offert des augmentations de salaire considérables aux acteurs restants, promis leur participation créative et tout fait pour rendre le projet attractif. Les acteurs ont refusé à l'unanimité. John Ratzenberger s'est exprimé au nom de tous. Cheers sans Sam. C'était comme un bar sans alcool. Techniquement, ça restait un bar, mais ce n'était plus pareil. George a fini par accepter, arguant que le succès de la série reposait sur le rôle central de Sam et non malgré lui. Rhea Perlman, Woody Harrelson, Kelsey Grammer, tous ont refusé. Si Ted partait, la série s'arrêtait.
NBC a tenté de négocier, a proposé une augmentation de salaire, a suggéré des compromis. Rien n'y a fait. Les acteurs ont tenu bon et leur solidarité a fait capoter le plan de NBC. La série Cheers s'est arrêtée après la saison 11 car la troupe a refusé de continuer sans son acteur principal. Parfois, la loyauté compte plus que le salaire. Anecdote bonus, la scène coupée où Cliff fait une blague raciste. Dans la saison 4, lors d'un épisode consacré à l'histoire du bar, une scène montrait Cliff Clavin racontant l'ancien nom de l'établissement et faisant une blague faisant référence à des stéréotypes raciaux des décennies précédentes. Cette blague visait à souligner l'ignorance de Cliff, à faire de lui la cible plutôt que le sujet de son propre récit. Mais lors du tournage devant le public, les réactions furent mitigées. Certains rirent nerveusement, d'autres restèrent silencieux, mal à l'aise, et quelques-uns laissèrent échapper des exclamations de surprise. Les producteurs visionnèrent immédiatement la séquence et comprirent le problème. La blague était trop ambiguë et pouvait être interprétée comme une approbation du racisme ordinaire de Cliff plutôt que comme une moquerie. Bien que le personnage soit clairement censé être idiot, la blague a franchi une limite qui, quel que soit le contexte, n'était plus drôle. Ils se sont demandé si un meilleur cadrage pourrait la sauver, si des dialogues supplémentaires montrant clairement que Cliff avait tort seraient utiles. Finalement, ils ont conclu qu'aucun contexte ne pouvait rendre la blague acceptable. La scène a été coupée avant la post-production et remplacée par une autre histoire, certes ignorante, mais sans connotation raciste. Ces images supprimées n'ont jamais figuré sur les DVD, ni été diffusées en rediffusion et ont été effacées de l'histoire de la série. Les acteurs qui se souviennent du tournage ont déclaré que la blague semblait acceptable sur le papier, écrite par quelqu'un qui cherchait à satiriser l'ignorance. Mais squaloral, elle était en réalité très maladroite. NBC a mis les images sous clé, et l'épisode a été diffusé sans aucune mention de l'existence d'une version alternative. Parfois, ce qui passe pour de la satire à l'écrit peut se révéler être un soutien lorsqu'il est mis en pratique.